Très bien. Donc, pour cet après-midi, je vais vous parler plus spécifiquement des contaminants organiques, donc, qui ont déjà été un petit peu évoqués dans cette première présentation. Et je vais vous faire état d'un ensemble de résultats issus de diverses thèses et travaux aussi sur les parcelles du SOER Pro que vous avez déjà, qui ont déjà été décrites entre les différents exposés. Voilà, donc travaux en collaboration avec l'UMR Ecosis, avec l'équipe, donc avec Sabine, Marjolaine Deschamps et Claire Sophie, voilà. Alors en préambule, je vais rappeler qu'effectivement on a une diversité des intrants qui vont arriver sur les parcelles, et avec donc des intrants qui sont d'origine agricole ou d'origine urbaine, et que en fait en termes d'arrivée sur les sols, en termes de quantité, la partie agricole représente 94% des flux versus 6% des flux qui vont être apportés par l'urbain. Et étant donné qu'on travaille donc sur des matrices plutôt résiduelles et résiduaires, l'ensemble de ces matrices vont véhiculer un ensemble de contaminants divers et variés, des antibiotiques, des antiparasitaires et des pesticides par l'agriculture, et puis dans le domaine de l'urbain, des hydrocarbures, des médicaments, des plastiques, des détergents, etc. Et donc on se pose la question à la fois de la présence de ces contaminants dans les matrices, ensuite de leur devenir au cours de divers procédés, et ensuite de leur devenir au cours de l'épandage. Donc on va essayer d'aborder ces trois parties. Alors voilà, en termes de présence, alors juste pour illustrer un petit peu le type de molécules sur lesquelles on travaille ou on a travaillé. Donc ici, on va dire les anciens, avec les hydrocarbures polycycliques aromatiques, avec deux exemples, fluorantène, anthracène, un détergent, les nonylphénols et toxylates, des hormones, ici vous avez le stradiol, et puis je vous ai mis un antibiotique de la famille des fluoroquinolones. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu une idée de la complexité des molécules auxquelles on s'attaque, complexité qui vont rendre d'ailleurs complexe aussi leur analyse dans des matrices très chargées comme les produits résiduaires organiques. Alors on a travaillé sur une analyse de la revue de la littérature dans le cadre donc de l'expertise MAFOR sur les matières fertilisantes d'origine résiduaire, dont vous pouvez trouver, j'imagine, encore les références sur le site, enfin sur Internet. Donc on est parti en fait d'une analyse de la littérature à l'international, et ce qui nous a permis pour les contaminants de tracer ce type de graphe, donc avec les concentrations ici reportées en logarithme, en microgrammes par kilo de matière sèche, et donc avec ici bien une pléthore de molécules qu'on va retrouver, donc ici présentées dans les boues urbaines larges, c'est-à-dire ça peut être des boues primaires, des boues secondaires, traitées, pas traitées, tout est confondu là. Et donc, on va retrouver, bien, en fait, les boues sont, on va dire, l'exutoire et représentatif de tout ce qu'on va pouvoir consommer. On les a dans les eaux usées, et comme les stations d'épuration ne sont pas conçues pour traiter ce type de molécules, et qu'une partie en plus adore s'absorber sur les matières organiques des boues, on va en retrouver bien d'une grande diversité. Donc avec, on ne va pas les passer tous, mais on a en tête de peloton, en grammes par kilo de matière sèche, des détergents et plastifiants. On va retrouver notre nonylphénol, qui est un des produits de dégradation d'un des détergents nonylphénol et toxylate. On va retrouver les HAP, qui sont ici, et les PCB. Donc ce sont les deux familles qui, en termes de réglementation, sont présents. Donc voilà, alors on a beaucoup d'analyses sur ces molécules-là. Oui, entre parenthèses, j'ai pas précisé, c'est le nombre de données qui ont servi à créer les boîtes à moustaches, donc qui permettent de voir le nombre de données recueillies en fonction du type de molécule. Donc, grosso modo, dans la littérature, en fait, la boue, c'est la matrice la plus étudiée. On va retrouver le plus de molécules en termes donc quantitatifs. On a une très grande diversité de molécules, et on a
une gamme large de concentration, c'est-à-dire qu'on peut aller des PCB, on va être autour du microgramme par kilo, jusqu'à des plastifiants, des détergents qui peuvent aller jusqu'au gramme par kilo de matière sèche. Donc on a fait le même travail sur les médicaments. Donc vous avez ici les 4 familles d'antibiotiques utilisés, majoritairement utilisés. Puis là, les autres, donc on va retrouver des molécules qu'on connaît bien, le diclofénac, l'ibuprofène, la carbamazépine, et puis les hormones, que j'ai voulu mettre aussi sur ce transparent. Et donc on a toujours... alors on a une grosse différence quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'on se promène moins haut en termes de concentration, hein, on fluctue entre le microgramme par kilo de matière sèche et le milligramme avec les fluoroquinolones qui détiennent le pompon autour du milligramme par kilo de matière sèche pour ce type de molécules qui sont très très affines des matières organiques des boues. Voilà, donc en termes de conclusion, diversité des molécules retrouvées, forte dispersion, c'est-à-dire là c'est molécule par molécule par rapport à les composés précédents plutôt persistants ici sur ce type de molécules-là, et on a des boîtes à moustaches qui sont beaucoup plus larges, hein. Donc ça c'est lié en fait aux usages dans les pays des médicaments qui sont forcément différents. On n'utilise pas les mêmes médicaments entre la France, l'Allemagne, la Suède, les États-Unis, etc. Et on a donc des gammes plus réduites, ça je vous l'ai déjà mentionné. Et en termes de, là je vous ai présenté en termes de concentration, mais on peut aussi regarder la fréquence de quantification dans les boues, et on voit qu'il y a des molécules qui sont détectées quasiment tout le temps, hein. Donc c'est celles qui sont en haut ici qu'on va retrouver, donc tout ce qui est persistant, HAP, PCB, DEHP, donc plastifiants, détergents, sont retrouvés. On a aussi les fluoroquinolones, l'acétaminophène, et puis un groupe aussi, des molécules qui sont elles quantifiées beaucoup moins, donc avec des fréquences inférieures à 50%, comme l'ivermectine ou je ne connais pas tous les noms, la sulfaméthoxazole, voilà. Et donc j'ai voulu aussi préciser que les matrices agricoles n'étaient pas non plus neutres. Donc on voit tout de suite qu'effectivement en termes de diversité et nombre de molécules, on est largement moins, puisque ce serait quand même assez grave si on retrouvait de la carbamazépine dans les fumiers bovins, qui est un antiépileptique, hein. Mais on va retrouver bien sûr pas mal de les antibiotiques, hein, qui sont utilisés dans les grandes familles comme les tétracyclines, sulfamide, fluoroquinolone et macrolides dans les fumiers, et puis les hormones. Et là c'est pareil, vous voyez qu'on a des boîtes à moustaches qui sont très 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 larges, et ça c'est effectivement lié aux usages, puisque j'ai répertorié là un ensemble de données, y compris aux États-Unis et en Chine, et où les usages sont bien plus importants que ne peuvent l'être en Europe, où les antibiotiques ne sont plus utilisés comme promoteurs de croissance. Donc plus faible diversité en termes de nombre de molécules, plus forte dispersion, et aussi on peut avoir des gammes, là on peut retrouver des valeurs max aussi au niveau du gramme par kilo de matière sèche. Donc, fort de cette première partie sur la présence, on va s'attaquer maintenant à la partie devenir au cours des procédés de traitement. Donc, on peut attaquer ça de différentes façons. Entre autres, revenir sur ces fameux diagrammes en boîte à moustaches. Donc, c'est le même que vous avez vu tout à l'heure, mais là, j'ai extrait en fait les données plutôt les boues brutes, primaires et secondaires, et pour avoir un comparatif avec les composts de boue. Donc, alors bien sûr, il n'y a aucun lien entre les données boue brute et les données compost de boue. Ça nous permet juste d'avoir une idée de façon très très globale si ce type de procédé a un impact sur les concentrations, puisque là on est toujours en concentration. Alors on peut avoir des... Alors déjà, première observation aussi, c'est qu'on a aussi beaucoup moins de données sur les composts de boue. Voilà, et vous verrez que sur les digestats, ça s'amenuise de mal en pis, je sais pas. Voilà, on commence à avoir de plus en plus de données parce qu'ils sont de plus en plus quantifiés dans ces matrices-là aussi. Mais première remarque, c'est effectivement on a moins de données. Après, on peut avoir
grosso modo, on ne voit pas vraiment trop de différence dans les teneurs. Parfois, on va dire que les médianes, là, les gros traits noirs, sont parfois au-dessus, avant traitement, comme par exemple c'est le cas pour les polybromés, ou parfois c'est équivalent. Voilà, donc c'est très difficile de conclure juste en considérant ces deux différences-là, d'autant que les boues brutes ne sont jamais compostées toutes seules. Donc elles sont toujours mélangées à des cosubstrats. Donc, a priori, il y a des phénomènes de dilution, sauf si les cosubstrats eux-mêmes transportent aussi ce type de molécules. Et d'où l'intérêt et l'importance d'établir de vrais bilans de masse entrée-sortie sur les systèmes, et en comptant tout ce qui va être utilisé en termes de cosubstrats. Et en plus, sur le compostage, on a un phénomène de recyclage après criblage. On a entre la fermentation, qui a été présentée ce matin, fermentation et maturation, il y a une étape de criblage, et les gros morceaux reviennent en tête de compostage. Donc il peut y avoir parfois un phénomène d'enrichissement, typiquement pour les contaminants persistants de type HAP, PCB, eh bien, on les voit véhiculés et transportés par ces cosubstrats. Donc là, j'ai fait la même slide sur les résidus de médicaments, enfin les médicaments, entre boue brute et compost de boue. Et là, vous voyez encore plus, c'est encore plus rare en termes de données. Et donc, ma conclusion principale sur cette façon d'aborder le devenir, c'est qu'il faut vraiment établir des bilans de masse, et ils sont assez rares dans la littérature. Alors, on a essayé aussi d'aller voir un petit peu plus loin sur d'autres filières de traitement, et particulièrement ici. Donc c'est un travail de thèse qui est en cours, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Digestate, mais dans lequel on ne travaille pas que sur les digestats. Donc ici, vous avez on a étudié 9 filières industrielles, donc avec des prélèvements sur site, donc de l'urbain, de l'agricole et du territorial, sur lesquels on avait soit que de la méthanisation, soit que du compostage, soit le couplage des deux. Donc ici, vous avez un exemple du devenir, des détergents de type nonylphénol et nonylphénol monoéditoxylate, donc avant et après digestion, et avant et après compostage. Mais là, quand je parle d'avant et après compostage, on a vraiment tenu compte du mélange initial, c'est-à-dire des quantités, de la présence dans la boue mélangée, d'ailleurs là c'est un digestat, et de son cosubstrat. Et donc là, ça permet donc d'établir et de voir si oui ou non on a des phénomènes d'élimination. Donc là, pour les nonylphénols, la digestion contribue à l'élimination. Donc pour certains, le monoéthoxylate, on voit qu'on a une légère production de nonylphénol, mais si on fait en équimolaire, en fait, on observe un abattement, et qu'on observe aussi sur le compostage. Et là, donc, on a poolé les données quantifiées sur cette même filière, mais donc sur des antibiotiques et puis d'autres. Donc, vous voyez que la part des antibiotiques est assez importante. Le petit vert, là, la part est toute petite. Et puis, donc là, en observant, on voit bien qu'il y a un truc bizarre qui s'est passé. Donc, après méthanisation, on a une concentration. Alors, on est en concentration, en microgrammes par kilo de matière sèche. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, toujours, il faut tenir compte des bilans. Au cours de la méthanisation, on a un abattement de la matière sèche. Donc, mais là, entre autres, on n'a pas un abattement qui permettrait d'expliquer ce phénomène-là. Et donc là, on est face à cette grosse problématique d'aller chercher des traces dans des matrices complexes. Et malgré le fait que les analyses soient bordées avec des étalons internes, etc., eh bien, parfois, on a des bizarreries comme ça, et auxquelles il faut essayer de pallier. Donc soit c'est un problème en termes d'hétérogénéité de prélèvement entre l'entrée et la sortie. Il faut réfléchir à ça, mais moi je voulais vous montrer parce que ça reste un problème, et on se pose beaucoup de questions sur cette partie-là. On a eu, là c'était donc, ça ce sont des résultats aussi sur plein de molécules analysées sur les steppes parisiennes. Et on s'était dit, la slide précédente, on avait fait un prélèvement entrée-sortie, sans tenir compte du temps de séjour. On s'est dit, il faut essayer justement de trouver des solutions pour pallier ces phénomènes
d'erreurs, parce qu'on ne peut pas produire des molécules. Et donc, on s'est amusé à faire des valeurs, à les prélever sur 2 périodes différentes de l'année et sur 4 semaines en tenant compte du temps de séjour, mais on s'aperçoit qu'on a une grande diversité. Donc les barres noires, c'est entrée méthanisation, et les barres grises, sortie méthanisation, donc pour une diversité de composés qu'on a déjà vu. Et bien en fait, ça montre que déjà il y a une grande, vous voyez, sur ce type de composés comme les PCB, on a une grande variabilité des concentrations en entrée. Donc pour peu que des personnes par exemple pourraient faire un point, on est prélevé ici à un moment donné et là on va dire c'est éliminé, les molécules sont éliminées. Mais si on est là et là, on va dire il y a un problème, etc. Donc c'est très très délicat, tout simplement parce qu'on recherche des traces dans des matrices complexes et c'est cette partie analyse dont on est dépendant et reste encore à peaufiner. Bon, il n'empêche que j'ai essayé de dresser un tableau un peu bilan des informations récupérées toujours dans la littérature sur les boues ou sur les effluents d'élevage en termes donc d'abattement observé au cours de la méthanisation. Donc j'ai classé en fonction inférieure à 30, entre 30 et 70% d'abattement et supérieur à 70%. Les molécules qui sont surlignées appartiennent à une seule catégorie. Ça veut dire que toutes celles qui ne sont pas soulignées, des fois, selon la littérature, soit je suis bien dissipée, soit je ne suis pas bien dissipée. Quand même une information, on a quand même des molécules dans cette catégorie-là qui sont surlignées, donc qui sont que dans cette catégorie-là et qui sont bien éliminées par la digestion anaérobie. Voilà. Et d'autres qui aussi sont dans cette catégorie, ils sont plutôt éliminés autour de 30%. J'ai fait le même travail sur la partie, ça j'ai déjà conclu, sur la partie compostage. Beaucoup moins de données. Voilà. Et on retrouve aussi donc, des molécules telles que les tétracyclines qui vont être assez bien dégradées, les détergents, les plastifiants, avec des rendements d'élimination supérieurs à 70%. Mais on va retrouver dans certains travaux que le nonylphénol, par exemple, il est très peu dissipé au cours du compostage. Voilà. Donc, on doit faire avec ce type de résultats contradictoires. Donc, à Narbonne, on essaie d'aller un petit peu plus loin que ces aspects concentration totale. Donc, on essaie d'aller voir en fait les concentrations de nos contaminants, toujours avant et après procédé, donc méthanisation ou compostage. Et en fait, là, les couleurs, j'ai voulu que ce soit assez visuel, c'est que notre fluorantène, là, par exemple, donc un HAP, on a essayé d'aller le chercher dans des compartiments de matière organique d'accessibilité décroissante. Plus on va vers le bas, et moins la matière organique est accessible. Et en fait, on a observé que notre composé, là, il allait s'associer avec des compartiments d'accessibilité variable, que ces compartiments d'accessibilité variable changeaient au cours des procédés. Donc, vous voyez que au cours du compostage, ici, on n'a pas de compartiment accessible. Ça, c'est un compartiment qui est accessible. Il est accessible à l'eau. On n'en a pas du tout au cours du compostage. Donc, on peut observer, là, ici, on observe qu'on n'a pas de dissipation du fluorantène au cours de la méthanisation, mais qu'on a une dissipation au cours du compostage et qu'on a donc des phénomènes de transfert d'un compartiment à autre. Donc, c'est une approche, en fait, qui permet de mieux comprendre les processus, d'aller au-delà de... Je vous parle beaucoup de dissipation, d'abattement, mais l'idée, en fait, c'est d'aller chercher un petit peu si les molécules, elles sont transformées ou minéralisées. Donc, pour ça, on a besoin quand même d'expérimentations qui sont faites avec des molécules radiomarquées pour aller déterminer vraiment les processus cachés derrière la dissipation. Et on a une redistribution. Mais ce que j'ai voulu aussi vous montrer, c'est qu'en fait, quand on récupère justement une boue brute, un digestat ou un compost pour lequel les molécules sont réparties dans des compartiments différents et qu'on met tout ça en présence de sol et qu'on regarde l'incubation, donc on a ici, ça c'est les résultats après incubation de la boue et de sol, là du digestat et des composts qu'on a fait en duplicat. Et on a donc une façon aussi de regarder les compartiments au sein de ces sols. Et on voit qu'en fait, quand on apporte une boue, donc dans lequel le fluorantène est présent dans des compartiments assez accessibles, on a ici cette partie-là, c'est ce qui montre la minéralisation du composé. Donc en fait,
on apporte un composé assez accessible et du coup il va être ensuite minéralisé dans le sol. Alors que s'il est un petit peu plus piégé dans la matrice, il sera moins minéralisé et en plus il va se stabiliser différemment quand on apporte un digestat ou quand on apporte un compost. Alors, je ne vais pas dans le détail, c'est juste les couleurs qu'il faut retenir. Et d'où l'importance de considérer en fait la partie amont, donc le digestat, le compost, les composés vont pas être associés de la même façon aux matières organiques et ça va conditionner leur devenir après lors de l'apport des matrices sur les sols. Dernière partie, donc un zoom sur le devenir après traitement avec des questions donc sur la persistance des contaminants organiques qu'on va apporter, de leur transformation, du transfert vers les eaux et du transfert vers les plantes. Donc diverses échelles ont été étudiées, donc des casiers lysimétriques, des microcosmes avec différents types de plantes, dans les microcosmes il y a eu du C14 aussi à un moment donné de fait, et puis les essais au champ, vous reconnaissez, je pense que Sabine, je ne sais pas si c'est celui-là que tu avais présenté ce matin, non, il est trop vieux celui-là. Donc les essais au champ du SOER Pro, donc sur lesquels d'ailleurs je vais m'appuyer. Donc vous avez ici les références du SOER Pro et il y a eu aussi une étude Cyprea Adem Ineris qui a été menée et dont les conclusions convergent vers celles du SOER Pro. Voilà. Alors, donc par rapport aux données que je vous ai montrées en première partie sur les quantités qui sont présentes en microgrammes par kilo de matière sèche, si on a les doses apportées, on peut calculer les flux apportés aux parcelles. Et si on a une idée de la concentration des contaminants dans les sols multipliée par la quantité de matière sèche par hectare, on peut avoir une idée des stocks. Et du coup, de comparer les flux et les stocks. Donc ce sont des approches qui sont faites avec ce qu'on appelle les Predicted Environmental Concentration, qui sont basées donc sur vraiment les apports, et puis les Measured Environmental Concentration. Et généralement, on va comparer ces mesures de prédites avec ce qu'on appelle des PNEC, des Predicted Non-Effect Concentration, et donc le ratio entre les deux va nous permettre d'évaluer un risque en fait, d'accord ? Si on a une concentration environnementale qui est supérieure à la concentration qui n'a non effet, alors on va avoir un risque majeur. Donc ce sont des approches qui sont assez couramment effectuées donc à partir de la PEC. Donc l'avantage du SOER, c'est que en fait on a des valeurs qui sont mesurées, ce qui va nous permettre aussi de comparer, on va dire, puisqu'on a aussi les flux apportés sur les parcelles, donc de comparer les PEC et les MEC. Donc ici, juste un exemple donc sur donc le sol qui a reçu les boues, les fameux DVB là, dont on a pas mal parlé aussi ce matin. Mais donc là, on est sur les concentrations qui sont présentes dans les sols pour ce type de composés. Donc on a les fluoroquinolones, les 3 fluoroquinolones et la carbamazépine, notre antiépileptique. Au cours donc d'un zoom sur le 9e épandage, donc c'est épandu tous les 2 ans, et le 10e épandage avec mesure aussi dans les sols à l'année intermédiaire. Les conclusions, c'est qu'il n'y a pas de détection dans les sols non amendés. Les composés qui sont retrouvés dans le sol sont aussi présents dans les produits, mais il semble qu'il n'y ait pas de lien avec les flux apportés. Donc, il va y avoir un travail à faire sur PEC et MEC. Et on observe, pour certains composés, des augmentations juste après épandage. On voit par exemple ici sur l'ofloxacine. Voilà, et puis ensuite, on voit qu'elle revient à son niveau avant le second épandage. Donc en fait, ces données-là, elles ont été utilisées et ce qu'on observe toujours, c'est que les valeurs prédites avec les flux sont toujours supérieures aux valeurs qui sont mesurées. Ça veut donc dire que le sol joue un rôle dans la continuité, dans la poursuite de la dissipation des molécules. Donc en fait, on a utilisé ces données, on a utilisé une belle petite formule, là où vous voyez les flux qu'on a en fait diminués ou atténués par la capacité
qu'aurait donc le champ, dans le champ, de dissiper les molécules. Ça nous a permis en fait de calculer des demi-vies au champ pour les molécules, bien sûr, qui ont été quantifiées sur les parcelles. Voilà. Donc on a ici, ça nous permet en fait de voir qu'on a une persistance de moyenne à forte selon le type de molécule, et que ces demi-vies, elles sont variables puisqu'il y a plusieurs types de parcelles dans le SOR Pro avec plusieurs types de sols, et ces demi-vies sont différentes d'un sol à l'autre. Et donc on a utilisé aussi ces données pour comparer les valeurs mesurées avec notre fameuse Predicted Non-Effect Concentration. Et on a utilisé pour cela des données écotox sur organismes terrestres. Alors déjà, il y en a peu, mais vraiment très très peu. Donc sur un ver, sur des micro-organismes, sur des plantes, donc voilà, peu de données. Et on a sélectionné la plus faible PNEC, donc c'est le cas le plus défavorable. Et on observe qu'on est en fait dans un risque plutôt faible à proche du médium pour la ciprofloxacine dans le cas de la croissance sur laitue. Enfin, de laitue. Ensuite, il y a des analyses dans les eaux du sol qui ont été effectuées. Et le résultat majeur, vous voyez ici le nombre d'échantillons qui ont été analysés, c'est qu'en termes de détection, on est à 7%, la détection des molécules 7%, et en termes de quantification à 0,5%. Donc c'est très très faible, et les concentrations sont présentées ici, donc pour l'ibuprofène et la carbamazépine, qui sont effectivement, alors pour la carbamazépine, un composé attendu, parce que c'est un composé persistant, réfractaire à la dégradation, et mobile, c'est-à-dire qu'on s'attendait potentiellement à le retrouver. Donc effectivement, il bouge, mais on le retrouve de façon donc très 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 faible et à de très faibles fréquences de quantification. Et on rejoint pour ça d'autres études menées par des Canadiens sur aussi la quantification dans des essais au champ, dans ces matrices eau. Très faible concentration, peu de différence entre les pros et pendus. Et donc là, l'ibuprofène, par contre, c'est un résultat assez surprenant parce que dans les sols, il est normalement assez bien dégradé. Donc là, ça doit dépendre de la capacité du sol à pouvoir dégrader ce type de molécules. On a essayé aussi donc d'évaluer un risque, donc en calculant ce fameux ratio de valeurs mesurées via une PNEC. Donc on a utilisé pour cela des données de la littérature sur organismes terrestres et eau du sol, tels que Vibrio fischeri, des organismes modèles exposés à l'eau porale. Donc on a plus de données que pour le sol, mais on a une grande variabilité en fait dans les réponses. Et on a choisi les PNEC avec un temps de contact élevé. Et donc en fait, donc l'ofloxacine, vous vous rappelez, c'est celle qu'on retrouvait aussi pas mal dans les sols. Voilà, donc on est proche du risque médium, limite, quoi. Mais pour la majorité des composés, on est largement sur des risques faibles. Dominique, juste pour dire 5 minutes. Ah oui, c'est fini. Superbe. Voilà, conclusion. Donc en termes de présence, eh bien, on va dire que dès qu'on cherche, on trouve. Donc on a une grande diversité de contaminants organiques qui sont présents dans les produits, qu'ils soient bruts ou traités, après digestion et compostage, et donc apportés au sol. Les boues étant la matrice la plus étudiée, avec ensuite les effluents d'élevage. Et alors aussi, on va chercher dans les biodéchets, les déchets verts, les FOM, etc. Alors là, on a encore moins de données. En termes de devenir, donc être bien vigilant sur le calcul des performances avec de vrais bilans de masse sur les procédés. On a des abattements qui sont observés avec des performances qui sont variables selon les contaminants, évidemment. Et en fait, quelque part, plus on aura de conditions redox, c'est un petit peu la même conclusion que dans les systèmes de traitement des eaux usées. Si on combine de l'aérobie et de l'anaérobie, ou de l'anaérobie et de l'aérobie, eh bien on aura d'autant plus de chances d'éliminer les molécules. Il faut dissocier, bien sûr, transformation et formation de résidus liés, et ça c'est très difficile à faire, mais c'est donc des travaux qui sont en cours, tout comme les aspects disponibilité, accessibilité, postulés, disons, comme un facteur limitant, mais qui permet aussi de mieux comprendre les mécanismes qui occurrent autour dans les process,
avec l'importance des phases porteuses pour comprendre, optimiser et modéliser. Et on a vraiment aussi peu de données sur les produits de transformation. Ça commence, donc c'est bon si. Et sur la partie donc devenir sol, plante, eau, alors vous me direz, j'ai pas abordé les plantes parce que d'abord je suis pas une spécialiste de la plante et en fait sur la partie transfert vers les plantes, j'ai plutôt référé à des articles puisque sur le SOER Pro il y a des analyses qui ont été faites sur les plantes, mais plutôt sur les persistants et on n'a pas les données encore sur médicaments, mais ça ne saurait tarder. Voilà. C'est pas facile non plus de les analyser, ces molécules dans ces matrices-là. Sur les aspects persistants qui ont été analysés dans les plantes, type HAP, PCB, LAS, etc., en fait, on voit qu'il n'y a pas de différence entre les parcelles épandues et les parcelles non épandues. Ces composés persistants restent dans le sol, en fait, où ils sont dégradés et ne transfèrent pas dans les plantes. Après, donc, il y a une étude, toujours par les Canadiens, l'équipe de HeadTop, qui a montré aussi en conditions d'apport agronomique qu'il y avait peu de transfert en fait de résidus de médicaments, d'hormones et de parabènes dans les végétaux. Donc c'est rassurant et il y a une grosse revue de la littérature de Prosser et Sibley qui évalue le risque à la fois par l'épandage d'amendements organiques mais aussi par l'apport d'eau usée, ce qui permet de relativiser d'ailleurs ces flux. Nombreuses études sous conditions variables, donc il faut faire très attention entre des conditions réelles en conditions agro et des conditions maximisantes. Faire très attention aux études qui évaluent les risques en fonction de la PEC et qui, du coup, on voit bien qu'on a une grosse différence et qu'on peut peut-être, du coup, surévaluer les risques si on ne considère pas les valeurs mesurées. Des tests écotox ont montré, ça c'est les résultats du projet Ineris-Cyprea, qui n'avait pas d'effet aux doses conventionnel avec une belle faute. Donc impact des traitements en amont sur le devenir sol. Donc ça c'est toujours travailler et pas oublier que le traitement en amont peut être bénéfique sur justement le devenir des molécules après. On a montré aussi qu'il y avait que la persistance et la mobilité conditionnent bien sûr leur devenir et qu'on avait une lente accumulation des contaminants persistants. Mais en fait, les pratiques, donc avec un épandage tous les 2 ans, etc., montrent que les capacités de dissipation au sol sont non dépassées en fait par les pratiques agricoles usitées, en tout cas sur les parcelles du SOER Pro. Et donc là, faible transfert vers les plantes, faible transfert vers les eaux du sol. Toujours produits de transformation très peu étudiés et peu de données en écotox terrestre. Et voilà.